Bonsoir Éric Darche. Bonsoir. Ce soir, nous allons parler dans cette nouvelle vidéo des processus qui mènent à la santé ou au contraire à la maladie. Donc je te laisse présenter ta problématique et donc on va encore essayer de faire une vidéo d'à peu près une demi-heure. Voilà, à toi. Alors, comme je t'en ai parlé juste avant l'interview, ce que je souhaite faire, c'est de rester dans la même dynamique que la vidéo de la semaine dernière. La semaine dernière, on a essayé d'appréhender les régimes alimentaires sans faire de prosélytisme, sans proposer un régime alimentaire plutôt qu'un autre, et essayer plutôt de donner des clés pour que les gens deviennent autonomes. Eh bien, aujourd'hui, dans cette thématique qui concerne la genèse des maladies et la genèse des processus qui favorisent la santé, je souhaite garder le même schéma, c'est-à-dire que je vais plutôt donner des clés que imposer des comportements. Alors évidemment qu'il y a des comportements derrière des schémas ou des points clés, mais au moins pour que les gens qui nous regardent puissent avoir des repères et puis ça évite de rentrer dans des débats interminables, à savoir est-ce que c'est le bon régime, est-ce que c'est le mauvais régime. À partir du moment où, au-delà d'un régime, nos habitudes alimentaires contribuent à la maladie ou à des dysfonctionnements, c'est que ce n'est pas optimum. Alors, au lieu de parler de manière allopathique, d'ailleurs, il faut bien savoir que je ne suis pas médecin, donc ce n'est pas trop mon dada d'envisager les choses comme ça, mais au lieu de parler en termes de symptômes, on va parler en termes d'équilibre. On va donner des notions clés qui vont permettre de très rapidement de savoir, par exemple, dans la vie de tous les jours, quelles sont les erreurs que moi je fais éventuellement et qui ont généré tel et tel trouble de santé. Voilà. Alors, la genèse de la maladie, ça me fait penser que lorsque j'ai commencé mes études il y a quelques années déjà, avec André Pasbeck, je n'oublie pas que je suis naturopathe hygiéniste et qu'un naturopathe hygiéniste a une approche généraliste, générale, holistique des problèmes. On nous avait enseigné que l'origine des maladies, c'est la toxémie. Et j'aime bien cette notion, même si cette notion n'est pas suffisante et elle doit être amplifiée par d'autres notions. Mais la toxémie est très intéressante parce que la toxémie, c'est tout ce qui peut altérer le fonctionnement normal de l'organisme. Alors, tout ce qui peut altérer le fonctionnement normal de l'organisme, du plus large, du plus loin au plus près de nous. Alors, du plus large, du plus loin, ça serait tout ce qui est en relation avec notre environnement. Alors, la planète Terre, l'atmosphère, après, il y a le pays dans lequel on vit, après, il y a la région dans laquelle on vit, et puis il y a l'endroit dans lequel on vit. Est-ce que je vis près d'une usine chimique? Est-ce que je vis près d'un champ où on pulvérise des produits chimiques ou est-ce que je vis dans un endroit idéal? Donc ça, c'est déjà des éléments clés qui contribuent à expliquer la genèse de certaines maladies pulmonaires, maladies chroniques, maladies infectieuses, etc. Ensuite, plus près de nous, lorsqu'on rentre dans la maison, est-ce que j'utilise des bombes aérosols, des produits chimiques? Est-ce que j'utilise des produits vaisselle toxiques? Est-ce que j'utilise des vernis à ongles? Pour les femmes, est-ce que je mets sur mes lèvres des rouges à lèvres toxiques? Et là, on rentre de plus en plus près. Est-ce que j'utilise de notre consommation? Puisque là, on rentre de plus en plus dans l'intime. Est-ce que je me brosse les dents avec un dentifrice toxique? Est-ce que je mets dans mes cheveux des lacs, des shampoings, des colorants toxiques? Voilà. Est-ce que j'utilise la Wi-Fi? Est-ce que j'utilise beaucoup le téléphone portable? Est-ce que j'ai le compteur c'est le compteur Linky? Voilà. Donc on voit qu'il y a énormément de perturbations et dans la notion toxémie, il faut prendre en compte tout cela, tous ces perturbateurs. Alors maintenant, il y a une notion nouvelle, enfin une notion qui est de plus en plus d'actualité, c'est les perturbateurs endocriniens.
mais ils peuvent être externes, c'est-à-dire dans les produits cosmétiques, dans les bombes d'aérosols, etc. Et bien sûr, dans notre alimentation, les emballages, etc. Et lorsqu'on parle d'alimentation, c'est quoi les sources de toxiques? Les additifs, les exhausteurs de goût, les produits de synthèse, les herbicides, les, tous les Tous produits, les résidus qu'on trouve. c'est ça, les produits phytosanitaires, voilà, de l'agriculture, des conditionnements, etc. Et ensuite, euh, les additifs qui sont mis dans les aliments, dans le pain, dans les farines, dans les huiles, etc. Il y a aussi les modes de production. Dès qu'on commence à torréfier, la dernière fois, je crois qu'on avait parlé du café. Si le café, Oui, les acrylamides, des choses comme voilà, ça. c'est ça. Dès qu'on commence à chauffer des molécules, le café, les meilleurs cafés sont produits entre 180 jusqu'à 800 degrés pour les cafés non bio. On est obligé de produire des produits toxiques, ce qu'on appelle les molécules de Maillard, acrylamide, glycation, etc. Et évidemment que ça fait partie des toxiques. Et alors ça, c'est vraiment une notion très importante lorsqu'on a un trouble des santé, identifier tous les toxiques sur lesquels on peut avoir une action et essayer de les éliminer. Ça, c'est déjà une Donc, approche holistique et qui est importante pour tous les troubles de santé qu'on peut avoir. Oui. cette toxémie, je te le rappelle, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'accumulation ou c'est comme la glycémie, c'est une concentration à un instant T Alors, de différents produits qui ont un effet toxique sur le corps. oui, alors ce que tu dis, et je t'ai demandé de me le rappeler parce que c'est une notion juste. En réalité, lorsqu'on parle de toxémie, il faut savoir que l'organisme tolère un certain seuil de toxines. Je parle de toxines alimentaires quotidiennes, hein. Je ne parle pas d'un Mhm. poison comme le mercure, par exemple, ou le cyanure, qui sont capables de tuer à l'instant. Mais on sait que dès qu'il y a euh, une alimentation, euh, donc une digestion derrière, il y aura production de certains déchets, de certains toxiques. Et l'organisme a cette capacité de réguler ces toxiques. Il en conserve une petite quantité. Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est surtout pendant la nuit qu'il y a une élimination qui se fait. Et c'est pour ça que les urines du matin sont souvent foncées. Donc, qu'il y ait une certaine quantité en permanence de toxiques résiduels, c'est tout à fait normal. Lorsque ces toxiques s'accumulent, et c'est le cas, par exemple, des jeunes enfants qui ont beaucoup d'énergie, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire une forte fièvre. Et cette forte fièvre va optimiser certains processus, surtout immunitaires, au niveau des globules blancs, etc. Et ça va, après cette forte fièvre, ils vont très vite retrouver l'énergie et 24 heures ou 48 heures après une forte fièvre, ils sont capables d'aller jouer, d'aller courir. Pourquoi les adultes font de moins en moins de fièvre? C'est parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et ensuite, si on s'intoxique au quotidien, eh bien, l'organisme, au lieu de, s'il n'a pas les moyens de faire une forte fièvre, de faire ce qu'on appelle une maladie aiguë, eh bien, il va tolérer un seuil de toxines qui dépasse les limites physiologiques et on va rentrer dans la chronicité. C'est-à-dire que quand il y aura vraiment que c'est la goutte qui fait déborder le vase parce qu'il y aura vraiment beaucoup, beaucoup de toxiques, alors l'organisme va faire une sinusite, une rhinite, une bronchite pour permettre à cet excédent d'être éliminé. Mais comme l'organisme, pour certaines personnes, n'a pas les moyens d'éradiquer ça, comme chez le jeune enfant avec une crise aiguë, eh bien, on va rentrer dans la chronicité. Le trouble va être périodique en fonction du taux d'accumulation des toxiques. Voilà la différence entre ce qu'on appelle les maladies aiguës et les maladies chroniques. Mais c'est pas trop, je ne vais pas trop le développer aujourd'hui parce que ce n'était pas trop la thématique de ce que je Ok. souhaitais faire. Mais c'était intéressant que tu parles de cette notion de seuil. Il y a un seuil, qu'il y ait en permanence un peu de toxique, c'est tout à fait tolérable, sauf que quand cette toxine
ces toxines s'accumulent, soit on rentre en phase aiguë si on a les moyens, soit on n'a pas les moyens, l'organisme fait avec, fait une sorte de compromis et on rentre dans des maladies chroniques et qui expriment bien le fait que l'organisme s'accommode tant bien que mal avec cet excès permanent de toxines. Donc, on a parlé des toxiques et ensuite, il y a une autre notion qui est très importante, c'est les carences. L'organisme dispose d'énormément de processus pour réguler son homéostasie et ça implique des acides gras, des vitamines A, B, C, D, E, F, etc., des protéines, des sucres, des bioflavonoïdes, toutes sortes de molécules. Et donc, lorsque l'organisme est carencé, alors, comment l'organisme peut être carencé en nutriments? Soit que l'alimentation ne les apporte pas du tout, pour X raisons, soit que l'alimentation les apporte, mais elle les apporte de manière altérée, parce qu'on a consommé des aliments à densité nutritionnelle faible, ou parce qu'ils ont été altérés par la chaleur ou des traitements chimiques. Si par exemple vous mangez bio et ensuite vous faites des grillades ou des fritures, eh bien, malgré que vous ayez des bons acides gras et des bonnes vitamines au départ, eh bien, vous n'en profiterez pas parce que vous les aurez altérés par la cuisson. Voilà, donc on voit bien que les carences peuvent être provoquées soit par des erreurs alimentaires ou carrément on exclut une classe alimentaire, on n'a pas du tout de protéines, on n'a pas du tout d'acides aminés, on n'a pas du tout d'acides gras, donc là on est dans des carences fondamentales, ou bien on mange des aliments de densité nutritionnelle faible, style alimentation fast-food, c'est des gros volumes, mais il y a très peu de vitamines, de minéraux, ou bien on mange bio, tout est impeccable, mais on altère l'alimentation par des processus de cuisson, ou bien il y a encore un autre moyen d'altérer la promesse de son bol alimentaire. Imaginons que je mange parfaitement équilibré avec des aliments sains, mais que j'ai des troubles digestifs. Eh bien, les troubles digestifs vont provoquer des dysbioses et ensuite il y aura une mauvaise assimilation. Et malgré qu'au départ j'avais une alimentation complète et équilibrée, je peux être carencé parce que je digère mal. Donc on voit bien que soit les erreurs sont commises au moment de choisir les aliments, parce que les aliments sont carencés parce qu'ils sont de mauvaise qualité, ou parce que j'exclus une classe alimentaire, ou bien tous les aliments étaient équilibrés, mais j'ai intervenu au dernier moment par une cuisson où j'ai eu des digestions défectueuses et j'ai généré des carences. Donc voilà, et ça vraiment, cette notion de toxémie, cette notion de carence, elle est ultra simple et elle permettrait d'alléger énormément les très longs discours qu'il y a sur certains forums. Est-ce que mon régime est bon? Est-ce que mon régime n'est pas bon? Est-ce que j'ai le meilleur régime? Non, ce n'est pas toi qui as le meilleur régime, c'est moi. Si on reprend n'importe quelle approche alimentaire avec ces deux notions, toxémie et carence, on coupe court à toutes les discussions et là on voit émerger eh bien, des dysfonctionnements ou des déséquilibres sur certains régimes ou certaines interprétations de certains régimes. Et donc j'encourage vraiment les gens qui nous écoutent à essayer de mettre en pratique ces deux notions, toxémie et carence, comme je les ai développées, et, et surtout pour les naturopathes hygiénistes qui ont des patients, des clients patients. Et en fait, c'est intéressant parce qu'avec cette notion de toxémie de carence, eh bien, ça permet de créer un schéma directeur dans la consultation, dans l'anamnèse, et qui permet d'éviter de s'étaler, de se perdre dans toutes sortes de notions qui peuvent dérouter le professionnel de la santé s'il s'attarde un peu trop. Ça lui permet d'avoir un fil directeur et de faire avancer la consultation de manière équilibrée et au final qu'on puisse proposer à notre interlocuteur une stratégie
qui correspondra à ses erreurs et à ses carences. Voilà. À un instant T de sa vie et de sa santé. Exactement, exactement. Alors, ces deux notions, toxémie et carence, sont fondamentales. Ensuite, pour essayer de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, d'être un peu plus technique, entre guillemets, bien que cette interview ne sera pas technique, parce que je souhaite surtout qu'elle puisse intéresser le maximum de gens. Mais je vais employer des mots, et puis si il y a besoin de définition, je les expliquerai immédiatement. Il y a deux processus qui sont à l'origine de quasiment toutes les maladies, que ce soit une rhinite, une sinusite pour les maladies bénignes ou une maladie grave comme un cancer, une sclérose en plaques ou une maladie neurodégénérative. Quelle que soit la pathologie, il y a deux processus minimum qui interviennent. Et si on arrive à les maîtriser, eh bien, on va générer le retour à la santé le plus rapidement possible. Et surtout, les deux processus que je vais proposer et nommer dans quelques instants, c'est des processus que l'on peut maîtriser par nos habitudes alimentaires, et plus on les maîtrise, et moins on tombera malade. Alors, je ne vais pas faire durer plus longtemps le suspense. Ces deux notions, c'est le processus inflammatoire et le processus du stress oxydatif. On va s'occuper du processus inflammatoire. Une inflammation, c'est un peu comme sur l'autoroute, il y a un accident et vous allez appeler une ambulance et une police, une voiture de la gendarmerie ou de la police pour faire la circulation. Et donc, les gendarmes ou la police vont faire ce qu'ils ont à faire. Ils vont s'occuper de la circulation pour qu'il n'y ait pas un suraccident. Et les pompiers, eux, vont s'occuper du blessé. Ça, c'est dans un processus inflammatoire normal. Qu'est-ce que ce processus inflammatoire va permettre à l'organisme de favoriser des processus de restructuration, de restauration. Imaginons que j'ai une écharpe, comment on dit une écharde, oui. Une écharde en bois, un petit bout de bois qui rentre dans mon doigt. Je vais immédiatement avoir de la douleur, de la chaleur et douleur. Il m'en manque un. Il y a douleur, chaleur. Un œdème. Et gonflement. Ça va gonfler. Voilà, un peu comme un œdème. En fait, tous ces signes valident un processus biochimique intense pour favoriser la restauration de ce qui a été causé. De l'homéostasie, quoi. Voilà, c'est ça, l'homéostasie, pour que cette écharpe puisse être éliminée. Ensuite, il y a toutes sortes de... Il y a une vasodilatation qui se crée pour qu'il y ait des globules blancs qui arrivent. Il y a énormément de processus qui arrivent en cascade les uns à la suite des autres pour restaurer l'intégrité de mon doigt. Ça, c'est quand le processus inflammatoire se passe de manière équilibrée. Sauf que chez beaucoup d'entre nous, parce que l'on mange mal, souvent parce que l'on mange mal, ou déséquilibré, ou de manière toxique, on va favoriser les précurseurs de l'inflammation. Alors, favoriser les précurseurs de l'inflammation, qu'est-ce que ça veut dire? Je reprends mon exemple sur l'autoroute. Il y a une voiture qui est accidentée, et au lieu que j'appelle une ambulance et une voiture de police, j'appelle 50 pompiers, 50 voitures de pompiers et 50 voitures de gendarmerie. Et bien alors là, la route va être engorgée par les policiers et par les ambulances, et ça va dégénérer, puisque la circulation ne pourra plus avancer, etc. Eh bien, c'est un peu la même chose. C'est que si le processus inflammatoire s'emballe, au départ, le processus de l'inflammatoire était là pour réparer, mais si le processus inflammatoire s'emballe, et on va voir pourquoi le processus inflammatoire peut s'emballer, eh bien, au lieu de favoriser la restauration et donc la guérison, je vais favoriser les processus. Une allergie, par exemple. La maladie. Comment? Une allergie, par exemple. Une allergie, par exemple. Alors, l'allergie, c'est encore autre chose. Mais par exemple, il y a une maladie qui est bien emblématique du processus inflammatoire
qui s'emballent et qui même favorisent la maladie. Dans le cancer, on sait que le cancer, les cellules cancéreuses vont provoquer de l'inflammation pour gagner du terrain, et un peu comme une armée qui va envoyer des personnes pour créer du tumulte et de l'instabilité pour faire avancer ses troupes, eh bien, c'est un peu la même chose. On sait que dans la genèse du cancer, il y a des processus biochimiques où l'inflammation est provoquée volontairement par les cellules cancéreuses pour gagner du terrain et pour gagner, pour que le cancer puisse s'étendre. Et donc, à partir du moment où le processus inflammatoire est maîtrisé, on peut freiner certains cancers juste en travaillant, entre autres, pas juste, mais il y a d'autres paramètres, mais le processus inflammatoire est important. Dans les maladies rhumatismales, le processus inflammatoire est très important. Dans les maladies neurodégénératives, le processus inflammatoire qui s'emballe est très important. Dans les maladies cardiovasculaires, la plaque d'athérome, le fameux cholestérol, ceci, cela, ça a été très mal compris. En réalité, le cholestérol est quelque chose qui est utile à l'organisme. C'est le cholestérol lorsqu'il dégénère parce qu'il y a un stress oxydatif important. Les molécules de cholestérol, surtout, enfin, on ne va pas rentrer dans les détails trop techniques, les transporteurs, ce qu'on appelle le fameux LDL, vont subir un stress oxydatif. La molécule va dégénérer, grossir, et ensuite elle va se déposer, favoriser la plaque d'athérome. Je ne dis pas que c'est le seul mécanisme de la genèse des maladies cardiovasculaires, mais c'est un des mécanismes. Le cholestérol en lui-même n'est pas nocif. C'est la science maintenant commence à le découvrir. C'est les processus d'oxydation, de stress oxydatif qui font dégénérer le cholestérol et qui le rend pathologique. Donc on voit que le stress oxydatif mal maîtrisé ou l'inflammation mal maîtrisée sont à l'origine d'énormément de pathologies. Alors, quels sont les aliments qui causent l'inflammation, qui causent les processus inflammatoires? Parce que, en effet, je n'ai pas voulu rentrer trop dans la technicité, mais il faut quand même dire les choses un minimum. Il y a des hormones, ce qu'on appelle des prostaglandines, entre autres, il y a d'autres molécules, qui favorisent, par exemple, les PGE1 et les PGE3, qui sont anti-inflammatoires, donc ils freinent le processus inflammatoire. Et d'autres, par exemple, les PGE2, qui accélèrent le processus inflammatoire. Donc c'est normal, il faut qu'il y ait un frein, un accélérateur. Dans l'organisme, il y a toujours des antagonistes, un frein et un accélérateur. Et c'est quand il y a uniquement le frein qui est actionné ou l'accélérateur qui est actionné, en l'occurrence les maladies pro-inflammatoires, qu'on rentre dans les problématiques. Donc en fait, il faut équilibrer les molécules pro-inflammatoires et les molécules anti-inflammatoires. Alors maintenant, la question, c'est quelle est l'alimentation qui favorise les molécules qui sont pro-inflammatoires, et quels sont les aliments qui favorisent toutes les molécules qui sont anti-inflammatoires. Et entre les deux, il y a l'équilibre. Eh bien, plus vous allez manger des aliments raffinés, du pain blanc, des pâtisseries, des frites, des sodas, des boissons gazeuses, de la viande rouge grillée sous forme d'hamburger, de steak, des hot dogs, des margarines, des additifs de synthèse, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Tout cela, ce sont des aliments pro-inflammatoires. Et tous les aliments bio qui respectent l'intégrité du produit, qui ont été peu chauffés, les huiles, les légumes crus, qui n'ont pas subi de pesticides, herbicides et qui ont été cuits, mais modérément ou en jus et cru dans une bonne partie aussi. Les fruits, les légumes, les produits intègres comme la nature nous le propose, eh bien, ces produits-là sont qui favorisent plutôt les molécules les molécules anti-inflammatoires. Donc, on voit bien que nos habitudes alimentaires vont favoriser soit les processus inflammatoires, soit freiner et apporter l'antidote à l'inflammation, les molécules anti-inflammatoires PGE1, PGE3, PGE1, et surtout, ceux qui sont les précurseurs des PGE3, PGE1, c'est les acides gras de bonne qualité, l'huile de noix, l'huile de colza, qui sont les précurseurs des PGE3,
l'huile de tournesol qui a été beaucoup critiquée, en réalité, est précurseur des PGE1. Elle est précurseur des deux, PGE1. Et lorsque certains mécanismes dégénèrent, etc., ils peuvent, à partir de l'acide arachidonique et les PGE2, mais l'huile de tournesol n'est pas une huile à diaboliser comme certains l'ont dit parce qu'ils ont mal compris le phénomène, parce qu'ils ont identifié l'acide arachidonique. Mais l'acide arachidonique précurseur des PGE2, des molécules pro-inflammatoires, on les retrouve surtout dans les viennoiseries, dans, dans certains produits raffinés. Et ce qui est toxique en fait, et qui est pro-inflammatoire, c'est les acides gras trans. Par exemple, les acides gras qui ont été, même si c'est de l'huile d'olive, noix, etc., si elle a été raffinée, chauffée, eh bien, elle devient trans. Les produits laitiers amènent des acides gras trans qui sont plus pro-inflammatoires. Donc, on voit qu'en travaillant sur la qualité des aliments, eh bien, on équilibre ce processus inflammatoire. Et maintenant, on va parler… Oui. On pourrait dire, pour essayer de donner une image, que c'est un peu comme si l'inflammation, ça serait une sorte d'irritation, comme si les molécules venaient nous gratter, et après on met quelque chose, notamment des acides gras, pour adoucir. Est-ce que cette image est pertinente? C'est pas exactement ça. En fait, l'acide gras, en fait, il va pas adoucir. Non, mais je dis acide gras ou autre chose, mais c'est plus la notion. Non, en fait, l'idée, c'est l'inflammation, c'est quelque chose qui est normal. Ça permet au système immunitaire d'être exalté pour favoriser des processus de restructuration. Donc, le processus inflammatoire, au départ, a une vertu, c'est-à-dire, il fait partie de l'homéostasie, favorise la réparation et l'accès à l'intégrité du corps. Donc, c'est quelque chose qui est favorable. C'est quand le processus inflammatoire s'emballe qu'il est destructeur et peut favoriser certaines maladies neurodégénératives, cancer, sclérose en plaques, etc. Donc, là, on a juste l'impression que tu dis que quand tu dis qu'il y a des molécules qui sont anti-inflammatoires, c'est comme si du coup, ça sous-entend un petit peu. Enfin, moi, je me fais l'avocat du diable. En fait, le processus. En fait, c'est pas. Elles sont. Il faut pas faire la métaphore que tu fais avec mettre une pommade, c'est pas exactement ça. C'est plutôt la métaphore par rapport à la police. En fait, j'envoie trop d'ambulances ou trop de pompiers et je crée un engorgement sur l'autoroute, tu vois. Ah oui, donc l'anti-inflammatoire, ça serait le standard de la police. Tu dis, mais attendez, on a déjà appelé les secours, voilà. Pas besoin d'en rajouter. Exactement, c'est ça. D'accord. C'est ça. Ok. Ça. Et c'est bien que tu aies appuyé là-dessus pour que les gens comprennent bien. En fait, c'est ça. Je n'en vois pas trop d'intervenants. Quand on favorise les molécules pro-inflammatoires, on envoie trop d'intervenants et à un moment donné, ça dégénère. On a exactement l'effet contraire. Au lieu de restaurer, on détruit. Donc voilà. Et ensuite, le stress oxydatif, j'aime bien pour imager que c'est le stress oxydatif, c'est de parler d'un morceau de métal qui serait nu. Eh bien, s'il est nu, il va à l'air et à l'eau, il va s'oxyder. Nos cellules sont protégées, elles sont agressées à certains moments par ce qu'on appelle des radicaux libres. On ne va pas entrer dans les détails chimiques, mais on a l'antidote. Ce sont des antioxydants. Et les antioxydants, où est-ce qu'on les trouve? Dans la vitamine A, vitamine B, vitamine C, dans les minéraux, le cuivre, le fer, le magnésium, le manganèse, dans certains acides aminés, dans les bioflavonoïdes. Et tout ça, on les trouve où? Toutes ces molécules hyper importantes qui vont freiner le stress oxydatif, eh bien, on va les trouver dans les fruits, dans les légumes, surtout dans les aliments crus et non dénaturés. Et si on n'équilibre pas l'organisme avec des antioxydants, eh bien, les radicaux libres vont attaquer la structure, la membrane cellulaire, ils vont attaquer toutes sortes ils peuvent attaquer les protéines, nos protéines, ils peuvent attaquer en fait tous les tissus biologiques et
cela va générer toutes sortes de maladies. Pour donner un exemple plus clair, le stress oxydatif est présent quasiment dans toutes les maladies, dans les cancers, dans les maladies cardiovasculaires, dans les dégénérescences neurologiques. Donc, si vous voulez vous mettre à l'abri des grandes pathologies et même des pathologies plus petites, moins importantes, travailler sur les notions de toxémie, de carence, maîtriser les processus inflammatoires avec les aliments et les bons comportements, maîtriser aussi les processus de stress oxydatif, et bien alors là, vous avez tous les atouts pour favoriser une bonne santé. Et on voit bien que on peut avoir cette manière de penser, quel que soit le régime que l'on pratique, dans la mesure où il est un minimum équilibré. Et comme j'ai dit la dernière fois, je valide énormément de régimes alimentaires comme le régime omnivore, végétarien, végétalien, végan. Et il y a deux régimes que je critique fortement, c'est le régime cétogène et le régime frutarien, mais on n'en parlera pas aujourd'hui parce que autrement on n'aura plus le temps d'avancer. Voilà un peu de manière concise les grands points que je voulais aborder aujourd'hui. Et s'il y a des questions soulevées par cette vidéo, n'hésitez pas à poser des questions sous les commentaires et j'y répondrai parce que je sais que cette vidéo est une vidéo en réalité qui paraît simple comme ça, mais qui peut derrière avoir une certaine complexité si on commence à rentrer dans les détails. Et c'est pour ça que j'assurerai une sorte de service après-vente. Et si pour ça, les personnes me posent des questions, j'y répondrai. Et je voudrais terminer sur une notion très importante. Lorsque aujourd'hui, de plus en plus, les gens parlent de jeûne, de diète pour favoriser le retour à la santé, moi-même, j'anime des stages de jeûne avec Thomas de Franou, donc je suis le premier à dire que les jeûnes et les diètes sont favorables pour la santé. Mais il y a des personnes qui ne sont pas prêtes, qui rentrent dans le jeûne n'importe comment et qui peuvent déchanter. Pourquoi? Parce que quel est l'organe qui va purifier l'organisme? Quel est l'organe qui va être très sollicité au moment des diètes? Du jeûne. C'est essentiellement, il y en a deux, et puis on peut même en mettre un en avant, c'est le foie et les reins. Mais le foie a une action qui est énorme puisqu'il a des phases, alors je ne vais pas rentrer, il a 3 phases, phase 1, phase 2, phase 3, c'est des phases de neutralisation des toxiques, puis élimination des toxiques. On parle de sulfoconjugaison, etc. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais simplement, il faut savoir que pour que votre foie neutralise bien vos toxiques, vos métaux lourds, tous les toxiques nés de digestion incorrecte, etc., eh bien, il lui faut des vitamines, des acides aminés, des vitamines B12, B9, B5, B6, B8. Il lui faut de la vitamine D, il lui faut des antioxydants, il lui faut des acides aminés, bon, et surtout du soufre. Il a besoin, c'est pour ça que lorsque vous mangez des légumes soufrés, comme le chou, comme le brocoli, qui contient du sulforaphane, ou des acides aminés, qu'on appelle les acides aminés soufrés, qu'on trouve dans les œufs, dans la viande, dans le poisson, eh bien, vous permettez à votre foie d'assurer ces processus de détox, de sulfoconjugaison. Donc, on voit bien, d'ailleurs, il y a des personnes qui mangent mal et qui restent en bonne santé parce qu'ils ont un foie qui fonctionne hyper bien, et puis des gens qui font beaucoup plus attention et qui sont souvent malades parce qu'ils ont un foie qui est déficient. Donc, le foie est un organe clé, et comment on peut contribuer à ce que ce foie fonctionne de manière optimum? Eh bien, en lui apportant, entre autres, tous les précurseurs nécessaires à ces processus de neutralisation, de sulfoconjugaison, voilà, le terme technique c'est ça, entre autres, et qui permet au foie d'épurer. C'est pour ça que y a des personnes qui, ayant un foie qui est en dysfonctionnement important, au moment du jeûne, ne vont pas optimiser ce processus détox parce que le foie sera à la traîne et les reins peut-être aussi. Donc voilà, on vient de résumer, je pense que ça, on est à peu près une demi-heure, pas dépasser. Oui, 34 minutes, ça va. Voilà, on ne voudrait pas non plus faire des vidéos plus longues, et je savais que c'est un sujet un peu complexe. On fait essayer de revoir cette vidéo, de revoir toutes les étapes. J'ai essayé d'être le plus concis
mais pas rentrer non plus dans la simplicité, c'est bien, pas le simplicisme, le fait de sauter des notions ou de les rendre floues. Donc, j'ai essayé d'être concis. Et si, à un moment donné, vous voulez prolonger cet échange, n'hésitez pas à me poser des questions sous forme en dessous de la vidéo et j'y répondrai. Voilà. Merci beaucoup, Eric Darche. Merci à toi et je te remercie beaucoup de l'interaction que tu me permets d'avoir parce que ça me facilite les échanges avec le public. Je te remercie beaucoup. Mais c'est bien le but. À très Merci à bientôt. toi. Merci. Au revoir. Au revoir.